Revue de presse d'Hélène Frade, comme tous les matins. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va commencer cette revue de presse. On va parler beaucoup d'actu internationale dans la presse française. D'abord au Mali, où ces derniers jours, les attaques se sont multipliées. Un camp militaire a subi hier l'assaut meurtrier d'un groupe armé. Ça se passe près de la frontière avec le Niger. Le dernier bilan fait état d'au moins 5 soldats maliens tués, 5 ans après le début de l'opération Serval, et malgré son prolongement avec l'opération Barkhane, le terrorisme islamiste ne cesse de se propager au Mali, s'alarme Le Figaro, qui affirme que le djihadisme d'Al-Qaïda fleurit sur la décomposition de l'État malien. 5 ans après, que s'est-il passé? La France a-t-elle commis des erreurs? S'interroge le journal, qui met notamment en cause le soutien jugé trop rapide et inconditionnel au président Ibrahim Boubacar Keïta, malgré ses méthodes corrompues, son arrogance et son mépris vis-à-vis du nord du pays. Je cite, interrogé par Le Figaro, l'ancien diplomate Laurent Bigot établit un parallèle entre le Mali d'Ibeka et l'Afghanistan de l'ancien président Hamid Karzai. Comme la communauté internationale compense leurs déficiences et dissimule leurs erreurs, les mauvais leaders restent plus longtemps au pouvoir. Ils touchent en quelque sorte une prime à l'incurie, je le cite. Le général Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major français, expliquait quant à lui récemment que le but de la guerre, c'est de gagner la paix, mais que c'est souvent là le plus difficile. Pour avoir une guerre d'avance, disait-il, il faut avoir un développement d'avance. Or, ce développement n'est pas toujours compatible avec les problèmes budgétaires. Vous évoquiez à l'instant l'Afghanistan qui vient de connaître un troisième attentat d'ampleur en 10 jours, en tout cas à Kaboul, la capitale. La dernière en date, revendiquée par les talibans, a eu lieu samedi à Kaboul et fait au moins 103 morts. Là encore, Libération évoque une situation sécuritaire qui se dégrade de manière continue d'ailleurs depuis le retrait de la majorité des troupes américaines en 2014. C'est ce qu'affirme le chercheur Adam Bashko, qui attribue notamment cette dégradation au niveau de délitement des forces locales, à la corruption de la police, dont l'entraînement par la coalition internationale aura été extrêmement mal fait selon lui. Selon lui toujours, Donald Trump, qui menace aujourd'hui, on le sait, de retirer près de 2 milliards d'aides aux forces de sécurité, n'aurait pas d'autre choix désormais que de laisser l'État afghan s'écrouler ou de renvoyer un peu plus d'argent, d'hommes et d'équipements militaires. Adam Bashko parle également d'un moment d'opportunité exceptionnel pour le groupe État islamique en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. Voilà, Kaboul, la capitale afghane, qui a été touchée ce matin. On en parlait dans le journal avec Sonia Ghezali par une nouvelle attaque contre l'académie militaire de la capitale. Attaque pour le coup revendiquée par le groupe État islamique. La presse française, Hélène, revient aussi ce matin sur la publication ce week-end par le Vatican d'un décret de béatification de l'ancien évêque d'Oran qui s'appelle Monseigneur Pierre Claverie et de ses 18 compagnons tués en Algérie entre 94 et 96 martyrs par amour, dit la Croix. Le journal évoque une annonce qui concerne des figures connues du grand public, comme effectivement Monseigneur Claverie et les 7 moines de Tibérine, mais aussi 11 autres religieux et religieuses, dont 4 pères blancs qui avaient été assassinés à Tizi Ouzou au lendemain de Noël 1994. Une annonce qui ravive le souvenir douloureux d'une période durant laquelle le terrorisme a fait des dizaines de milliers de morts en Algérie. D'après Le Figaro, cette cérémonie de béatification, dont la date n'a pas encore été fixée, pourrait se dérouler à Oran. Le journal raconte les longues réflexions et les recherches des 8 consulteurs de la Congrégation pour la cause des saints sur le mobile de tous ces meurtres. Des mobiles qui ne seraient pas d'ordre religieux, mais politique, selon certaines enquêtes. Mais aucune preuve dans le sens de la responsabilité éventuelle des services secrets algériens ou de celle des islamistes n'a jamais été formellement apportée, rappelle Le Figaro. Allez, toute autre chose pour terminer, la nouvelle victoire de Roger Federer à l'Open d'Australie. À 36 ans, le tennisman remporte son 20e titre de Grand Chelem. Depuis le premier glané en 2003, aucun autre champion n'a autant marqué l'histoire du sport par son élégance et ses performances. Voilà pour le message, le salut de l'équipe qui voit donc en Roger Federer la légende du siècle. Waouh! À ceux que ces exploits n'allument pas des tas de petites étoiles dans les yeux, je recommande, pour terminer, de jeter un cil au Parisien qui nous apprend qu'une super lune bleue de sang sera visible dans le ciel mercredi. Mais qu'est-ce qu'une super lune bleue de sang, me demanderez-vous? Parce que bleu et rouge, a priori, ça n'est pas la même chose. Une lune bleue, dixit la NASA, désigne tout simplement une deuxième pleine lune en un mois et une lune de sang. C'est lorsqu'une éclipse lunaire totale se produit quand la lune est à son apogée et qu'une partie de la lumière du soleil se reflète à ce moment-là sur la surface lunaire, qui devrait donc présenter une jolie couleur
rougeâtre ou cuivré, c'est selon. Merci beaucoup Hélène, on scrutera le ciel donc mercredi.